Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h à la une de l'actualité. 106 victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire ont été indemnisées. Elles ont reçu des chèques des mains du ministre Mariatou Koné. Cette action s'inscrit dans le processus d'indemnisation lancé par le gouvernement. Le ministère de l'Intérieur instruit les établissements industriels sur les dispositions à prendre en cas d'incendie. Une rencontre se tient à Abidjan à cet effet. Il s'agit d'établir un protocole de sécurisation et d'action en cas de sinistre. Le dossier de cette édition plonge sur le covoiturage, une pratique qui consiste à s'associer pour prendre un même véhicule en se partageant les frais de transport. Elle est assez courante dans les pays développés, mais pas nouvelle en Côte d'Ivoire. Comment fonctionne-t-il sur le terrain? Nous aurons des réponses tout à l'heure. Bienvenue dans cette édition. 106 victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire ont reçu des chèques hier à Daloa, des chèques remis par le ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mariatou Koné. Cette action fait partie du processus d'indemnisation lancé par le gouvernement. Ngana Konati. La ministre Mariatou Koné à la rencontre des victimes de la région du Haut-Sassandra. La ministre de la Solidarité est venue apporter la compassion et le réconfort du gouvernement aux victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Au total, 106 victimes et ayant droit des victimes ont été indemnisées en recevant des chèques d'1 million de francs CFA destinés aux familles ayant perdu un parent et 150 000 francs CFA pour une prise en charge médicale et psychologique. Au nom des populations de la région du Haut-Sassandra, le maire Samba Coulibaly a salué l'action du gouvernement. C'est vrai, le temps a passé depuis que ces crises ont éclaté, au point que certains ont pensé que ça n'était fini d'eux, qu'on les avait oubliés, pour dire aux uns aux autres que le président Alassane Ouattara est quelqu'un qui est certes très chargé, mais qui n'oublie jamais ce qui s'est passé dans cette brave Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité a saisi cette tribune pour inviter l'ensemble des victimes et tous les Ivoiriens à l'apaisement et au renforcement de l'unité nationale. Mariatou Koné n'a pas manqué d'apporter des précisions sur le processus d'indemnisation. Il y a deux types. Il y a les dégâts humains et il y a les dégâts matériels. Nous nous occupons essentiellement, pour l'instant, des dégâts humains, c'est-à-dire les personnes décédées, les ayants droit des personnes décédées et les personnes blessées. Depuis le 30 octobre 2017, nous avons associé les prises en charge scolaires pour les orphelins, les activités génératrices de revenus pour les veuves et pour certaines victimes qui ne travaillent pas, qui ont besoin d'exercer, de travailler, de faire quelque chose. Ils viennent avec un projet et donc nous leur mettons un financement à disposition pour travailler. La réparation des préjudices relève des actions de réconciliation nationale et de renforcement de la cohésion sociale. Une action qui salue les victimes. Je viens de recevoir un chèque plus une prise en charge médicale qui va me permettre de me soigner. Pour la ministre Mariatou Koné, ces chèques ne peuvent en aucun cas ramener les personnes décédées, mais ce geste est l'expression de la compassion de la République et une invitation au pardon, à la réconciliation et à l'unité. Cela fait 42 ans que l'Ordre national des chirurgiens dentistes existe et renouvelle ses instances tous les 4 ans. À l'occasion de sa 11e Assemblée générale, cette corporation réfléchit à son avenir. Franck Wadiou. La concurrence déloyale, les comportements anticonfraternels, les praticiens du public s'ingérant davantage dans le privé, les signalisations non conformes, des écueils qui minent la corporation des chirurgiens dentistes est relevé lors de cette 11e Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Nous avons toujours le problème de nos amis qui viennent de l'Asie, qui s'installent de façon anarchique et qui malheureusement emploient certains de nos jeunes confrères en quête d'emploi. Mais il y a depuis quelques années une embellie. Les populations, selon les dentistes eux-mêmes, ont une meilleure approche de leur profession. On n'a plus cette image-là du dentiste arracheur de dents, mais plutôt le dentiste, lui, qui est un cadre supérieur de la santé, qui accompagne le patient vers le bien-être.
œuvrer davantage à améliorer l'offre de soins. La tutelle a réaffirmé son engagement auprès des praticiens de la dent. Cette Assemblée générale ordinaire, la 11e, vise à renouveler les instances. L'activité de ce jour est la première étape. Nous allons donc présenter le bilan depuis la dernière assemblée qui a eu lieu il y a 4 ans. Et puis ensuite, nous passerons donc au vote de la moitié des membres du Conseil national de l'ordre. Le système est tel que nous n'avons pas un suffrage direct. Nous allons élire donc un collège électoral qui, lui, à la fin de ce mois, va élire le président du Conseil national de l'ordre. Un conseil fort de 10 membres, dont les présidents, vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux, seront élus à la fin du mois par le nouveau collège électoral. Notons qu'il existe aujourd'hui 697 chirurgiens dentaires reconnus et exerçant officiellement. On s'intéresse à la lutte contre les incendies. Le ministère de l'Intérieur tient une rencontre avec des responsables d'établissements industriels. Au menu, la mise en place d'un dispositif efficace pour faire face au feu en cas d'incendie. Il s'agit d'établir un protocole de sécurisation et d'action en cas de sinistre. Michel Digri. C'est une réunion de concertation sur les mesures de sécurité pour la protection des bâtiments et des entrepôts. En 2017, plus d'une vingtaine d'entrepôts ont été sinistrés par des incendies. Le ministère de l'Intérieur est préoccupé par la question. De grosses conséquences humaines d'abord, parce que ce sont les hommes, ce sont des personnes qui travaillent dans ces entrepôts, dans ces usines, donc qui produisent de la richesse pour le pays. Et il est important que leur vie soit préservée, qu'ils soient protégés. Ce sont des conséquences sociales. Si quand une usine prend feu, c'est le chômage en perspective pour tous les travailleurs. Et il y a des usines qui ont pris feu, qui n'ont plus jamais revu le jour. Pour mieux faire face à ces sinistres, le ministère de l'Intérieur invite tous les opérateurs économiques des zones industrielles à s'impliquer davantage dans la mise en place de dispositifs de prévention. Monsieur, je ne pense pas qu'un responsable sécurité soit venu à nous pour avoir des conseils en matière de sécurité, incendie ou de protection de l'environnement dans l'entreprise qu'il a et on lui a fermé la porte. Jamais. Nous sommes disposés à apporter notre expertise à la sécurisation de leur production. Si votre voisin n'a pas le matériel de sécurité incendie, il vous met en danger. Il vous met en danger. Donc ça ne sert à rien. C'est comme la désinsectisation. Vous chassez les souris de chez vous, mais le voisin il ne chasse pas. Voilà pourquoi il faut désinsecter tout le bâtiment. Donc toute la zone industrielle doit avoir des dispositifs de sécurité incendie. C'est très important. Après cette rencontre avec les acteurs du secteur industriel, les responsables du ministère de l'Intérieur ont échangé avec ceux de la société civile. Il s'agissait de recueillir leurs avis et préoccupations sur des questions sociales afin de dégager de façon consensuelle des pistes de solutions. Le covoiturage est un moyen de locomotion qui consiste à s'associer pour prendre un même véhicule à l'aller et au retour, tout en se partageant les frais de transport. C'est une pratique courante dans les pays développés, mais qui n'est pas nouvelle en Côte d'Ivoire, bien qu'elle soit encore pratiquée de façon traditionnelle dans certains coins de rue d'Abidjan. Ces dernières années, de jeunes start-upers ont même révolutionné le covoiturage en le digitalisant. Le covoiturage, quelle réalité en Côte d'Ivoire? C'est le dossier que nous propose ce soir Cheikh Koni. Yopougon, corridor nord de Jesco. Cette entrée du district d'Abidjan ne désemplit pas. Les balais incessants de véhicules de tout type et la multitude de petits commerces font de cet endroit un haut lieu de business. Une activité pour le moins discrète au départ gagne aujourd'hui du terrain, c'est le covoiturage. Guy Serge est coxeur depuis une dizaine d'années sur ce corridor. Cette activité, il la connaît bien. Il joue constamment le rôle d'intermédiaire entre clients et conducteurs. Bonsoir, monsieur. Vous allez où? Yamsoukro même Baké. Bon, non, on va à Yamsoukro. Yamsoukro, non? Oui. Bon, il y a une go, va sur Yamsoukro là-bas. Oui. Voilà, et puis il y a un monsieur aussi, les Sambara, c'est un militaire, va sur Yamsoukro. Oui. Ouais, ils ont 2000. Quelques secondes d'échange sur la destination, le coût du trajet et le marché est conclu. Souvent, on a l'habitude de prendre les passagers pour compléter le carburant ou bien c'est les petits guises et tout. Pour la même distance, Abidjan-Yamsoukro, le tarif officiel est 4 000 francs CFA. Guy et son partenaire d'affaires de circonstance proposent la moitié. Le défi quotidien de Guy, c'est convaincre le maximum de covoitureurs et de covoiturés dans l'espoir de se faire une bonne marge. Mais la méfiance des usagers sur des risques d'insécurité est grandissante. Il y a beaucoup de risques.
ne connaissez pas la personne, il va en voyage, il ne vous connaît pas aussi. Le risque vient des deux côtés, soit du passager, qui est dangereux. Le risque vient aussi du côté du véhicule, soit aussi qu'il y a de mauvaises intentions. Il te dit, bon, la fille là, elle a pris pour moi l'argent. Mais arrivé devant là-bas, 2 semaines après, elle revient et puis elle se plaint. Bon, voilà, il a abusé de moi. Si je suis pressée, même si je suis en retard, je ne peux jamais prendre le personnel. Quand tu es seul avec le chauffeur, pendant le voyage, tu as peur. Mais quand il y a des gens avec, si tu es au complet dans le véhicule, tu n'as plus peur. Ce moyen de transport ne fait pas que des heureux. Les transporteurs déplorent une concurrence déloyale. Nous, on paie nos taxes pour faire Abidjan-Bouaké. Pour payer le péage, ils sont obligés de venir douter à nous ici, comme ils sont transportés. C'est pas normal, c'est pas normal. Pour moderniser ce système alternatif de transport, réduire les risques d'insécurité et porter le moins possible la concurrence au transport commun, depuis 2 ans, de jeunes start-upers ont développé des applications et des sites de covoiturage. Babicar, Voiture Solidarité, Covoiturage Abidjan, Ewu ou ABI. Une vingtaine au total revendique un peu plus de 5000 membres. Samuel Kofi, ingénieur informaticien, a lancé il y a 1 an la plateforme Wabi, un site de covoiturage intra-urbain. Sur chaque trajet, Samuel se rémunère grâce à un prélèvement de 10 ou 15% en fonction du trajet. Pour chaque taux, en fait, on négocie avec le conducteur selon certaines conditions. Les chiffres ne sont pas encore à la hausse. Vu que l'activité, en fait, les gens sont un peu hésitants, c'est maintenant que l'activité est en train de bien démarrer. Pour accroître sa visibilité, Samuel lance dans quelques semaines un plan de communication d'un coût de 5 millions de francs CFA. Le manque de stratégie marketing et communication est la principale difficulté de la plupart de ces sites. Mais comment fonctionne un site de covoiturage? Le conducteur s'inscrit, indique la date, l'heure de son trajet, ainsi que l'itinéraire et la participation par passager. Les passagers membres de la plateforme réservent et payent en ligne le trajet. Patrick Doa habite Mputo, dans la commune de Cocody. Tous les soirs, à sa descente du boulot, il prend soin de vérifier la disponibilité d'une offre de trajet. Allô, bonsoir madame. C'est monsieur Doa. Oui, je viens tout à l'heure de faire une réservation. Donc, j'appelle pour de vive voix confirmer. D'accord, c'est bon. La place est disponible. D'accord. Ok, merci beaucoup, madame. Au lendemain de sa commande, il est 7 h. Patrick est au lieu du rendez-vous. Vous voyez vous-même, je dois me taper tout ce rang-là et m'asseoir à une place qui n'était pas aussi confortable. Donc là, je vais appeler la dame en question. Allô? Allô, oui. Bonjour, madame. Je suis déjà là. Ah, d'accord. Vous êtes déjà là? Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème, j'arrive. Plus un acte de solidarité qu'un besoin de rentabilité. Tous les matins, en allant au bureau, je suis toute seule dans la voiture, je me rends compte qu'il y a des personnes qui attendent au bord de la route. Quand j'ai eu l'information qu'il y avait une plateforme comme ça qui existait, je me suis inscrite. 1, pour avoir de la compagnie, et puis 2, pour aider. Et puis surtout aussi, ça me permet d'avoir une petite rémunération, voilà, pour les fins de mois. Pour le trajet Mputo à Cocody Mermoz en Woro, Patrick débourserait 300 francs, le même tarif que celui de son covoitureur. Mais ici, pas besoin d'argent, tout est digitalisé. Donc, madame, je vous remets le code. D'accord. La pratique est nouvelle. Malgré ses nombreux avantages, le covoiturage peine à intégrer les habitudes des populations. Mais l'activité en elle-même s'exerce déjà sous plusieurs formes. On a des entreprises qui s'organisent en tant que société de transport pour transporter le personnel. On a généralement, comme on le constate sur la route, des cars qui voyagent, qui transportent d'autres personnes pour pouvoir optimiser les coûts de carburant. Ce qui favorise aussi le développement du covoiturage, c'est l'environnement sécuritaire. Plus les Ivoiriens se sentiront en sécurité, plus le covoiturage aura cette chance de pouvoir se développer. Avant que le digital ne contribue à sa démocratisation, plusieurs acteurs des transports soulèvent la question de la légalité du covoiturage en Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut proposer en l'état actuel, c'est de permettre notamment un encadrement juridique de ce phénomène, mais surtout en évitant ou en comblant du moins les éventuels vides juridiques en la matière. Il faut aussi faire en sorte qu'il y ait un régime fiscal prenant en compte le critère lucratif et excluant notamment celui de la co-consommation et qui ne doit pas être contenu ou régi
pour ces formes de covoiturage. Si le débat concernant la légalité du covoiturage reste à éclaircir, il est clair que ce moyen alternatif, encadré et organisé, sera complémentaire aux différents autres modes de transport à Abidjan. La commune d'Atekoubé a abrité ce samedi la 14e édition de l'opération Grand Ménage. C'était l'occasion pour le ministre Anne-Désiré Oloto d'appeler les commerçants à ne plus s'installer de façon anarchique sur les trottoirs et les chaussées. Le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a également exhorté les populations à s'approprier l'opération Grand Ménage. Grâce Kando. Canaux d'évacuation d'eau usée occupés par les commerçants de matériaux de construction. C'est pas ton problème, ça là, ça coûte des millions, des centaines de millions. Et ce que toi tu gagnes là, c'est vrai, c'est ton gagne-pain. Mais ce que tu paies là, comme ça, c'est l'argent, ton argent est dedans aussi. Vendeurs de pneus usagés sur le trottoir et la chaussée. Installation anarchique de tout type de commerce. La scène se déroule dans la commune d'Atekoubé. La 14e édition de l'opération Grand Ménage sert de prétexte, une fois de plus, à la ministre Anne-Désiré Oloto pour sensibiliser la population sur les gestes éco-citoyens. Au fur et à mesure que le temps avance, les populations s'approprient progressivement ce mécanisme et ce concept. C'est un programme nouveau qui travaille au changement de comportement et de mentalité des populations. Les opérations que nous menons ne doivent pas être des opérations ponctuelles. Elles doivent être durables. Et pour qu'elles soient durables, il faut qu'on obtienne l'engagement de tous. Il nous appartient de faire changer durablement les comportements et changer les réflexes, lutter contre l'incivilité. Et c'est ce que nous allons poursuivre avec plus de force et de vigueur. Aujourd'hui, nous avons reçu du matériel, nous avons reçu l'appui institutionnel du gouvernement. Il nous appartient de continuer à agir pour que le message soit culturel. Un message que différents mouvements et associations de la commune d'Atekoubé comptent mettre en pratique. À Atekoubé, quand une femme fait aujourd'hui qu'on dit il faut prendre, il sait de faire des histoires avec nous. On a pris l'engagement en s'associer les femmes, en s'associer les jeunes pour que nous aider pour faire la commune propre. Il est maintenant question que dans nos églises, dans nos mosquées, nous puissions sensibiliser, motiver, encourager nos fidèles. Tous les samedis soirs, nous pouvons assainir autour de nos églises. Tous les jeudis soirs, les musulmans peuvent assainir autour de leur mosquée. Nous chrétiens, nous musulmans, aujourd'hui, en tant que porte-parole, nous prenons l'engagement d'adopter vraiment ce projet. Pour pérenniser l'action, un comité de salubrité a été installé. Sa mission, veiller au maintien de la propriété dans la commune. Nous restons dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. La Jeune Chambre internationale Élite accompagne la caravane de la salubrité. Elle consiste à nettoyer et à curer les caniveaux afin d'améliorer le cadre de vie des populations. C'est le quartier d'Okui qui a accueilli la deuxième étape. Mamadou Kwasi. La Jeune Chambre internationale Abidjan Élite a fait cette année de l'amélioration du cadre de vie des populations une priorité. Après la commune de Makouri, les membres de la Jeune Chambre internationale mettent le cap sur la commune d'Abobo. Ici, en collaboration avec la population, les différents acteurs de plusieurs quartiers sont nettoyés. La question de la salubrité est d'abord comportementale. Donc il est important non seulement de sensibiliser les communautés, les populations pour maintenir leur environnement propre, mais aussi il faut poser des actes pour qu'elles sachent qu'effectivement elles ont besoin d'agir pour améliorer leur environnement. Elles ont besoin elles-mêmes de se prendre en main, elles ont besoin elles-mêmes de porter la question de salubrité. En plus d'apprécier cette initiative, les différentes associations de salubrité s'impliquent dans cette action. Ces jeunes, femmes, enfants et vieillards veulent tous vivre dans un cadre sain et agréable. Nos quartiers, nous n'avons pas bénéficié d'assainissement, mais au sein de notre regroupement, nous avons pu faire le réseau de la canalisation de notre quartier. Aujourd'hui, au sein du quartier, vous vous promenez, il n'y a pas des eaux usées qui drainent dans le quartier. Et ça fait un premier pas pour nous, la population. En plus de l'opération de nettoyage et de curage des caniveaux, les membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite mènent des campagnes de sensibilisation pour un cadre de vie sain et propre. Après Makouri et Abobo, la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite mettra le cap sur Yopougon et Koumassi. Cette caravane compte sillonner toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays.
Le Sénat, sa composition, sa mission et son fonctionnement, ces questions ont été abordées dans le magazine de ce dimanche. Pour en parler, Marius Ndrikofi, secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale, était sur le plateau du journal télévisé de 13h. Voici un extrait de son intervention. La mission principale du Sénat, c'est la mission de tout Parlement. Représenter les populations, donc c'est un mandat représentatif d'abord. Ensuite, légiférer, c'est-à-dire voter la loi. Et enfin, contrôler l'action du gouvernement. Donc, c'est cette triptyque-là qui va guider le fonctionnement du Sénat de Côte d'Ivoire, comme tout Sénat dans le monde, comme tout Parlement dans le monde. Au plan même de la constitution du Sénat et de l'Assemblée nationale, il y a une différence. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, alors que les membres de l'Assemblée nationale, qu'on appelle les députés, sont élus au suffrage universel direct. Donc, il y a déjà une différence. Mais au niveau même du critère, c'est que nous, les électeurs des sénateurs, nous avons été élus avant. Donc, notre collège électoral est distinct du collège électoral des députés. Mais regardez bien, il n'y a aucune condition particulière pour être éligible au mandat de député, en dehors des conditions prescrites par la loi électorale. Il n'y a pas de conditions techniques. Mais regardez bien, pour le tiers des sénateurs nommés par le président de la République, ils doivent avoir une compétence avérée en matière administrative, en matière politique, en matière professionnelle, en matière sportive. Donc c'est un regard de technicien. C'est un regard de technicien qu'on vient poser sur la loi, qui est regardée par le peuple à travers ses représentants. Dans l'actualité politique, la ville d'Adiaké a rendu hommage au président de la République. La chefferie traditionnelle et les rois ont apporté leur soutien et traduit leur reconnaissance au chef de l'État pour ses actions de développement initiées dans ce département depuis 2011. Mamadou Kwasi. La place Alassane Ouattara de la ville d'Adiaké s'est vue exiguë pour accueillir les populations. Des populations venues de tous les quartiers et villages de la commune pour célébrer les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, à travers le député maire Yacouba Hiensie. Une journée d'hommage et de soutien au chef de l'État. L'initiative est de la chefferie traditionnelle du département d'Adiaké. Cette journée d'hommage est le signe de notre reconnaissance à tous vos efforts de paix, de développement et de progrès entrepris et réalisés ici au profit des populations. Ces populations dans toutes leurs composantes ont voulu à travers cette mobilisation traduire leur satisfaction ainsi que leur reconnaissance pour les actions de développement dont bénéficie le département en général et la ville d'Adiaké en particulier. Le député maire d'Adiaké, Yacouba Hiensie, a félicité ses parents pour cette initiative. Par ailleurs, il les a invités à soutenir les efforts de paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez être fiers de votre président et Adiaké partage cette fierté-là. Nous sommes fiers d'être dans ce pays dirigé par Alassane Ouattara. Que Dieu nous donne l'inspiration, la sagesse pour que nous soyons unis. Que nous soyons unis, que nous soyons solidaires, que nous vivons en paix. Tant qu'il y a la paix, la Côte d'Ivoire ira de l'avant. Les jeunes et les femmes, principaux bénéficiaires des actions de développement, ont traduit leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'à leur député maire. Au nom des actions de développement, il y a entre autres la construction d'un nouveau commissariat pour lutter efficacement contre l'insécurité, l'équipement matériel médical de l'hôpital général d'Adiaké, le reprofilage de la voirie et le renforcement de l'électrification, ainsi que le financement des projets des jeunes et des femmes. En sport football, le Williamsville Athletic Club s'est imposé par 2-0 face au Deportivo Niefang de la Guinée équatoriale. C'était hier au stade Champrou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Patrick Dadier, Samuel Metch. Le Williamsville Athletic Club entame la rencontre par des occasions nettes de but qui sont malheureusement gâchées par ses attaquants. 13e minute, les garçons du Kota Biao trouvent le chemin des filets. Sur une belle combinaison, le ballon parvient à Ndakwadjo Jean-Francis qui de l'intérieur du pied va marquer. 49e minute, sur une balle arrêtée, Etienne Kwaku dépose un ballon sur la tête de Zambi Roland qui double la mise 2-0. La moisson est acceptable, mais il existe quelques regrets. Il faut dire que je ne suis pas totalement satisfait parce que un match de Coupe d'Afrique, si vous avez la possibilité de marquer beaucoup plus de buts, il faut le faire chez soi avant le déplacement.
Mais je pense que aussi en Coupe d'Afrique, mener 2-0 chez soi est un bon résultat. C'est un bon résultat puisque nous n'avons pas encaissé. Donc je pense que, je ne dirais pas que nous voyageons tranquillement, mais nous avons quand même des arguments quand on sera en Guinée équatoriale. On aura des arguments. Une victoire méritée. Je crois que le WAC a fait le match qu'il devait faire. Ils avaient l'avantage du terrain, bien sûr. Un vrai avantage, puisque l'équipe de Niefang ne joue jamais sur terrain synthétique. Donc ils n'étaient pas très habitués. Ils ont mis beaucoup de temps à rentrer dans ce match. Et honnêtement, le WAC a mérité sa victoire en retrouvant son style caractéristique. Depuis quelques matchs, ça ne marchait pas très bien en championnat. Mais ils ont retrouvé leur style, leur vivacité, leur jeu enlevé. C'est une équipe qui représente bien la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique. À 90 minutes de la phase de poule de la Coupe de la Confédération, les enfants de Koné Abaka veulent se donner les moyens pour le déplacement à Maputo, en Guinée équatoriale. Car cette fois-ci, le public du Deportivo Niefang sortira nombreux le 18 avril. Faisons à présent le point des faits qui ont marqué cette semaine au plan international. Ce 7 sur 7 est proposé par Sidonie Davila. Winnie Mandela, ancienne épouse de Nelson Mandela, est décédée lundi à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. Fervente militante de l'anti-apartheid, Winnie Mandela s'est illustrée par la radicalité de son combat. L'annonce du décès d'une grande dame au parcours controversé a suscité une pluie d'hommages en Afrique du Sud. Mardi, 21 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués en Centrafrique. C'était au cours d'une attaque violente des anti-Balaka à Tagbara, dans le centre de la République centrafricaine. Ces derniers, pendant plusieurs heures, ont cherché à prendre d'assaut une base temporaire de la MINUSCA. L'attaque a fait également 11 blessés dans le camp des soldats de la paix. L'Amérique a rendu hommage à Martin Luther King mercredi. L'icône de la lutte pacifique contre les inégalités raciales. Assassiné le 4 avril 1968 à 18h01 où il était venu soutenir les éboueurs en grève, sa mort à l'âge de 39 ans déclenche des émeutes dans plusieurs grandes villes américaines. 50 ans après, c'est à travers une succession d'événements que les États-Unis ont honoré sa mémoire. Julius Maada Bio est le nouveau président de la Sierra Leone. L'ancien militaire de 53 ans a été officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle jeudi. Le candidat du principal parti de l'opposition en Sierra Leone retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé. Il remporte le scrutin avec 51,81% des voix contre 48,19% pour Samura Kamara, le candidat du parti au pouvoir. Un lourd verdict pour clore un retentissant scandale. Vendredi, l'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée à 24 ans de prison. Déclarée coupable de corruption, abus de pouvoir, une amende de 13 millions d'euros accompagne la sentence de la première femme élue présidente en Corée du Sud. Un homme a tué au moins 3 personnes et blessé de nombreux autres samedi en fonçant avec un véhicule sur la foule à Münster, dans l'ouest de l'Allemagne. L'assaillant qui conduisait une camionnette s'est suicidé avec une arme à feu peu de temps après les faits. Selon certains médias, l'assaillant était un Allemand de 49 ans et souffrait de troubles psychologiques. Pour l'heure, la police exclut l'hypothèse d'un attentat islamique. Luis Ignacio da Silva s'est finalement livré à la police samedi après avoir refusé de le faire la veille malgré le mandat de dépôt. L'ex-président brésilien Lula a commencé dans la nuit de samedi à dimanche à purger une lourde peine de prison pour corruption au terme de plusieurs jours mouvementés qui marquent la chute de cette figure de la gauche mondiale. Ainsi prend fin ce 23h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. Au revoir.